Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous sportif sur la RTB. Aujourd'hui, nous allons débattre du mercato des joueurs burkinabés, un mercato hivernal particulièrement mouvementé. Et le point culminant a été ce transfert de Yacouba Nasser Djiga de la Serbie vers Wolverhampton en Première Ligue. Eh bien, nous avons également enregistré d'autres transferts qui ont quand même été intéressants pour les joueurs burkinabés. On peut noter Issa Kaboré qui est parti du Portugal au Werder de Brême. Poko Abdul Rachid Ganou du FC Majestic, à IF Gistam en Finlande en première division, pour ne citer en tout cas que ceux-là. Ils ont été nombreux à avoir donc réussi en tout cas à faire une belle passe d'un club à l'autre en cette saison. Et sur cette table, pour mener le débat, nous avons réuni des avertis donc de la situation à travers donc leurs médias, à travers donc leurs aventures donc dans les différents arcanes en tout cas du football mondial. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ici Moussa Boubila de Canal+, journaliste sportif burkinabé, qui était au cœur en tout cas de l'actualité, parce qu'il a été le premier à jeter donc ce transfert de Yacouba Nasser Djiga. Bila, bonsoir. Bonsoir Diallo, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Merci d'être là. Nous avons également Claude Romba de la radio métropolitaine du Grand Ouaga. Claude Romba, bienvenue. Bonsoir, c'est la radio métropolitaine de Ouagadougou. Oui. Voilà, ex-radio municipale du Grand Ouaga. Mais bon, c'est la même chose, c'est la dimension métropolitaine maintenant qu'il faut voir. D'accord. En tout cas, on attend toujours de voir voilà, de cette radio-là prendre en tout cas définitivement son envol. Tout à fait, je pense que ça ne va pas tarder. Alors, on a un grand monsieur qui nous a rejoint aujourd'hui pour ce débat. C'est le PDG de NACO, Abdulaziz Nana, qui vient fraîchement de sortir de ce transfert-là. Alors, bienvenue, monsieur Nana. Merci Diallo et bonsoir. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, vous êtes le PDG de NACO, vous êtes scout aussi pour les clubs, c'est ça? Oui. Alors, dites-nous, un scout, c'est quoi? Bon, le scout, c'est celui qui, de loin, représente la plupart les maisons, les agents, les maisons d'agence pour au moins chercher les joueurs, puis les amener en Europe. Vous êtes une sorte de recruteur. Voilà, une sorte de recruteur. Qui permet au club donc d'avoir cet intermédiaire-là pour avoir des joueurs. Inch'Allah, c'est ça. Et vous avez été un acteur pour Yacouba Nasser Djiga également sur ce transfert. Bon, j'étais un acteur parce que j'étais là du début jusqu'à la fin. Mais il y a d'autres personnes qui sont là. Sinon, j'étais un acteur, j'étais là du début jusqu'à la fin. Et tout s'est bien passé. Dieu merci, tout s'est bien passé. À la dernière minute. Voilà. En tout cas, le joueur est content, les scouts sont contents, les agents sont certainement contents également. Et nous aussi, parce que c'est un joueur burkinabé, nous avons envie de toujours voir donc les joueurs burkinabés alors performer. Alors, monsieur, après avoir suivi en tout cas ce mercato plus ou moins agité, est-ce que vous êtes surpris de voir les joueurs burkinabés autant courtisés par les clubs? Claude Romba. Non, moi je pense que c'est quand même un travail de longue haleine. Il faut voir que c'est pas maintenant que ça a commencé pour certains clubs. Et je pense depuis que certains clubs se sont mis dans le sens de la formation, avec des académies, avec des centres de formation, voilà, on voit que ça commence à payer. Et que les joueurs, ou en tout cas les recruteurs viennent de partout, ça commence à être mieux structuré qu'avant, où en tout cas on n'avait pas assez de lisibilité. Mais ça montre également aussi que le talent y est et qu'à force de travailler aussi, on peut aboutir à quelque chose. En tout cas, un marché hivernal, Moussa Boubila, qui vous a particulièrement intéressé. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer comme ça ce regain envers donc les joueurs burkinabés, vous qui avez en tout cas suivi cette actualité-là avec beaucoup d'intérêt? Je pense que généralement, on a toujours la chance au Burkina d'avoir les meilleurs transferts au marché hivernal. Parce que Dango Ouattara, il part de Lorient à Bournemouth en janvier. Edmond Tapsoba, il part de Guimarães à Leverkusen en janvier. Ça, c'est des gros coups qu'on a eu pour des 20 millions, pour des 22 millions d'euros. Et à l'exception auparavant, où on avait des Charles Kaboré, des Alain Traoré qui partaient peut-être en été. Je pense que le coup de Lorient pour amener Alain à Monaco, ça aussi, c'était peut-être en hiver. Donc, voir des joueurs burkinabés en hiver bouger, parce que c'est rare de voir des transferts en hiver, parce qu'en hiver, généralement, les clubs veulent des joueurs qui sont prêts pour renforcer peut-être
un secteur, un maillon, c'est différent du mercato de juin où on a besoin de recruter 5 à 10 joueurs pour même constituer toute une équipe. Donc, particulièrement, c'est bien. Aziz l'a dit tout à l'heure, à la dernière minute, ça compte. Et ça, les dernières minutes, ça compte surtout au mercato d'hiver. Et un garçon comme Nasser Djiga, par exemple, tout le monde savait qu'avec les 2 saisons qu'il vient d'abattre du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, il y avait beaucoup de clubs, évidemment, qui étaient derrière lui. Mais au dernier moment, je crois qu'il va avoir le Vélenton dans les derniers instants où l'Étoile Rouge de Belgrade ne voulait pratiquement pas le laisser parce qu'il pour avoir misé 2 millions d'euros, pour avoir fait jouer le garçon la Ligue des Champions pendant des matchs et des matchs, il voulait quand même beaucoup. Et finalement, ça s'est avéré bien. Et Issa Kaboré, qui a beaucoup de chance, qui part, qui revient, c'est-à-dire en 2 mercato, il fait 2 allers-retours, qui part, qui revient, avant d'aller du côté du Verdeur de Brême. Donc je crois quand même que c'est, pour ce qui est de ce mercato hivernal, c'est pas mal de façon générale. On va rentrer en détail, c'est vrai, mais de façon générale, c'est pas mal quand même pour les joueurs burkinabés. Est-ce que Aziz, c'est l'un des mercatos les plus aboutis pour les Burkinabés en termes de qualité, en tout cas de transfert? Oui, moi, à mon avis, je pense que c'est l'un des mercatos vraiment pour que ce soit du Burkina, que ce soit des clubs africains en Europe, je pense que c'est l'un des mercatos les plus aboutis. Parce que d'habitude, vous ne voyez pas ça, c'est moins que ça ou c'est de moindre qualité? D'habitude, c'est moins que ça. Ça vous peut témoigner, en tout cas d'habitude pour ce mercato, en tout cas je pense que les Burkinabés ont tapé fort. Et pourquoi est-ce qui explique ça, que ce soit maintenant, selon vous? Comme Claude l'a dit au début, il y a beaucoup d'académies, ça c'est un. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, nos jeunes aussi ont compris qu'avec le travail, ça se paye. Donc beaucoup s'attachent à des bons conseillers et ça aussi, ça nous manquait. Et surtout, ça nous manque. Oui, des bons conseillers pour faire quoi? Bon, pour diriger souvent leur carrière. Parce qu'aujourd'hui, les gens, bon, quand je prends un exemple au Burkina, c'est le management. Tu peux être un bon joueur, mais pour qu'on te place, il te faut avoir des gens derrière. Et ça, il faut accepter souvent d'être conseillé par des gens qui sont déjà sur le terrain. Et au début, nous, on n'avait pas ça et ça faisait, on perdait beaucoup de talent à cause de ça. Alors, Claude, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Je pense que on a perdu des talents quand même. À l'expérience, oui, on a perdu des talents. Et ça a permis donc de servir de leçon. Je ne pense pas que ça soit forcément uniquement burkinabé, mais sur le plan mondial, avec tout ce qu'il y a eu comme péripéties pour les joueurs, avec la filouterie donc des agents, des agents véreux et tout ça, les gens ont commencé à comprendre. Et petit à petit, les gens ont commencé à s'organiser aussi, parce qu'évidemment, on a compris les enjeux qui y sont, et il ne faut pas laisser partir tout le monde à n'importe quel prix, et ne pas laisser partir tout le monde n'importe où. Et du coup, ça permet quand même aux gens, aux clubs, non seulement qui sont plus structurés, je veux parler de clubs qui ont un centre derrière, qui veulent faire du business et qui savent qu'il y a quelque chose à prendre. Donc on devient plus structuré, on devient plus strict pour éviter en tout cas les déperditions. Voilà pourquoi de plus en plus on est structuré. Mais il faut dire quand même qu'il y en a qui sortent des mailles du filet et tout, on en voit. Mais ça devient de plus en plus rare et je pense que c'est ce qui est intéressant. Tout l'environnement est en train de se modeler par rapport donc au football qui est devenu véritablement business et que les gens savent qu'il y a quelque chose à en tirer. Malheureusement, il y a des clubs qui n'ont pas encore compris et si vous ne l'avez pas compris, ben, vous allez petit à petit disparaître et je pense que c'est ce qui guette un peu certains de nos clubs. Vous voulez parler de quel club? Non, je ne sais pas si c'était des clubs traditionnels. Non, mais si les clubs traditionnels n'ont pas le choix que de s'adapter ou disparaître. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces clubs-là doivent comprendre. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, personne ne veut être à la tête des clubs traditionnels parce qu'il y a beaucoup de bruit. Personne ne veut, même quand on veut structurer, ça devient encore plus de bruit. On a vu le cas de la Sfaï Sénégal. Voilà, les individus préfèrent se lever. Regardez ceux qui ont des clubs. Ils appartiennent ils ont été des dirigeants ou en tout cas ce sont des grands financiers ou en tout cas à un moment donné ils ont apporté à ce club traditionnel là mais qui ont préféré se retirer et puis aller créer les choses tranquillement à part pour pouvoir donc on n'a même plus affaire des associations, c'est devenu des structures privées, ça aussi il faut le dire.
Vous voulez rebondir sur la question? Oui, si ça c'est vrai parce que EFO, ASFA, RCK, il faut dire les noms. Hein. EFO, ASFA, RCK, moi, j'ai pas dit de nom. ASFB, non, moi je le dis, je l'assume d'ailleurs. EFO, ASFA, ASFB, RCK, RCB. Le RCB quand même qui est allé vers la mutation, oui, qui a accepté d'aller vers cette mutation. Ce sont des grands clubs de notre pays qui aujourd'hui ont produit beaucoup de joueurs. Et même c'est plein de joueurs qui sont partis en Europe, ils ont joué dans ces clubs. Aujourd'hui, vous avez des Issoufou Dayo, des Adama Guira, des je sais pas, genre on a voilà, tous qui sont passés par ces clubs-là. Donc je crois que petit à petit, c'est une sensibilisation, mais ça va venir au fil du temps. Et après, parce que ceux qui ont créé des académies aussi, attention, il faut pas cacher, comme on le dit, faut pas que cache la forêt, parce que il y en a plein aussi qui ont créé des académies parce qu'ils ont vu que voilà, Raymond a vendu, parce qu'ils ont vu que voilà, Salitas a vendu ou Intel a vendu, donc quand on crée, on peut en vendre. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous qui sommes éclaireurs, qui pouvons apporter, par exemple, des informations. Ces anciens joueurs qui sont autour de ces différentes académies doivent pouvoir donner un mot de vérité à ces différents acteurs. Aujourd'hui, on arrive à placer, on arrive à vendre. Pourquoi? Parce que beaucoup ont compris qu'il faut être patient, qu'il faut miser sur la formation. Parce que même nos formateurs ont besoin d'être recyclés, ont besoin d'être formés. Vous voyez de plus en plus des clubs qui envoient des entraîneurs, qui envoient des dirigeants, qui envoient des managers aller se faire former et puis revenir. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je prends le cas de ce mercato. On a parlé du RCK. Un garçon comme Faisal Papou Konaté, oui. C'est un garçon qui appartient à l'académie Adoua de Bourema Maïga, mais qui transite par le RCK avant de partir. Donc, forcément, si aujourd'hui ce garçon se retrouve à Manchester United ou au Real Madrid, quand on fait des dispatchings, le RCK par lequel il est passé aura forcément quelque chose. Donc, même si vous n'êtes pas un club vendeur, il faut que vous soyez un club qui soit capable de dire on n'a pas les moyens de faire comme Raimo, on n'a pas les moyens de faire comme Adoua, comme Salitas, comme Majestic, qui en vendent, mais on a compris que le football, on peut aussi collaborer. Et je crois qu'avant, il y a un manque de collaboration, ça existe toujours, un manque de collaboration qui tuait nos différents transferts. C'est qu'il faut que les agents intermédiaires, les agents, les présidents de club arrêtent de vouloir s'approprier tout seul. Si vous avez un poulet de Adoua qui doit aller à Man United via Ibrahim Diallo qui appartient à, je sais pas, Garango FC, si on peut faire le deal ensemble. Ok, d'accord. Donc, si on peut faire le deal ensemble, qu'on le fasse ensemble. C'est pour le bien du petit, pour le bien du placement. Donc, si on arrive à faire ça aujourd'hui, et tout le monde gagne. Si on arrive à faire ça aujourd'hui, on aura beaucoup plus de talent. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, les Maliens qui arrivent à placer des joueurs à je sais pas, Las Palmas, à Barcelone, à ceci ou cela, je pense qu'ils procèdent ainsi, en se mettant ensemble et ne pas vouloir dire forcément c'est moi qui ai réussi à faire ci, c'est moi qui ai réussi à faire ça, et là ça devient difficile. Et pourquoi au niveau des agents c'est comme ça, vous qui êtes un peu dans ces rouages-là, M. Nana? Pourquoi c'est comme ça, on n'arrive pas à avoir cette solidarité que les autres ont dans leur pays pour pouvoir sortir le maximum de joueurs? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui on tire vers ça. Et moi je peux dire, ça fait 3 ans de cela, j'ai créé le Nako Sport Management. C'est dans ce sens. Parce que chaque fois que je pars au Mali, à Mandé, il y a des agents qui viennent, mais je vois qu'ils viennent en groupe pour mon sport. Et quand ils viennent avec plus de 8 personnes qui font partie de l'agence. Et moi j'ai inspiré, je suis venu, j'ai créé Nako Sport Management. Bon, j'ai attiré beaucoup de personnes pour être dedans. Bon, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore pris. Mais on espère que ça va prendre un jour. Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que les gens veulent être seuls? Bon, c'est ça le Burkinabé aussi. On veut qu'on dise c'est toi, c'est Moussa Bibila. Mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas forcément le Burkinabé, mais peut-être il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est ça seulement. Il faut que les gens comprennent que... Même si tu remarques, aujourd'hui, les clubs comme Majestic, Rayemo, Vitesse arrivent à faire sortir. C'est parce que, par exemple, les agents, quand tu parles vers ces personnes, c'est plus facile à travailler que de partir vers des personnes où il faut toujours des réunions pour prendre une décision. C'est pas de la lourdeur. Elle n'est souvent même pas administrative parce que c'est souvent des réunions entre la famille, entre les amis du joueur, entre voilà, ceux qui se réclament être les pères peut-être spirituels même du joueur, qu'il faut prendre la décision et forcément, effectivement, ça complique souvent la situation. Alors, dans tout ça, est-ce qu'il y a des avantages donc, dans ces transferts que nous faisons? Est-ce qu'il y a des avantages réellement? Bien sûr, c'est un univers de, je dirais, de gros sous, comme on dit en
griffe, ce qui fait que tout le monde vient là-bas, ce qui fait qu'il y a un peu de palabre. Mais quand vous regardez dans la structuration, même au niveau de la FIFA, on a essayé donc de légaliser un certain nombre de choses. Même les commissions sont légalisées avec des quotas et tout le monde sait. Voilà, quelqu'un me disait une fois que, par exemple, en Europe, même si je suis chauffeur de taxi, que j'ai réussi à te mettre en contact avec un agent, parce que tu as réussi à le mettre en contact, il aura quelque chose pour moi. Normalement, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'à ce point-là. Mais ici, c'est que généralement, les gens n'arrivent pas à partager donc les dividendes comme il se doit, ou en tout cas n'arrivent pas à codifier, ou ne s'entendent pas, ne font pas de contrat pour s'entendre sur ce que chacun doit recevoir. Donc du coup, quand l'amende vient, ben, on voit celui qui prend, normalement, quand j'ai pris, je dois donner peut-être 2% à telle personne ou 1% à telle personne. Parce qu'il faut que tous ceux qui ont participé à l'évolution du jour, à l'évolution de la découverte de ce talent-là, à sa prise en charge jusqu'à chose, il faut que tout le monde puisse avoir quelque chose pour continuer dans ce sens-là. Et qu'on puisse encore révéler encore d'autres talents. Sinon, après, ça se meurt. Les gens se découragent, sont pris par le découragement. Et je pense que c'est ce que ceux qui font le business ont compris. Dans le business, tout le monde doit pouvoir être gagnant. Allons plus loin. Les plus frustrés aujourd'hui, quand on voit beaucoup de joueurs burkinabés signer à l'extérieur, ce sont les formateurs. Ce sont les coachs. Les premiers coachs de proximité. Ils détectent souvent des talents. Ils les entraînent dans des conditions difficiles. Ils les forment. Ensuite, ils se rendent compte que, bon, malgré ma volonté, malgré ma connaissance, c'est moi qui l'ai vu. Pour franchir un palier, il faut que je l'amène dans une structure, quelque part dans un club mieux structuré. Donc, je peux l'amener dans un club ici où il part, le président du club le voit, ah là c'est bien, il a 14 ans, il a 15 ans, il rentre. Après, quand ici à Manchester United, c'est pas l'entraîneur qui l'a formé au quartier ou bien qui l'a formé dans sa petite structure qui sera cité. C'est le centre de formation, l'académie affiliée qui est légale, qui est connue, qui a déjà un joueur dehors, qui sera cité. Et bonjour en ce moment les frustrations à gauche, à droite, nous on reçoit plein de messages. Ah, monsieur Bila, vous avez publié que X joueur a signé à temps, il a été formé ici. Non, moi je suis son premier formateur, voici sa photo, voici sa licence, voici où il faisait, voici. Bon, mais à qui la faute dans tout ça? Bon, la faute c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à une vraie structuration. Il faut qu'on arrive à mettre chacun à sa place. Il faut qu'on arrive à... C'est pas un milieu pour les gentils, quoi qu'on dise quand même, ce milieu-là. D'aucuns disent que lorsque vous êtes très correct et très sincère, il faut pas aller dans ce milieu entre griffes. Mais après, il y a des agents qui sont corrects, il y a des présidents de clubs qui sont corrects et tout. Il faut qu'on arrive à là. Parce que le problème, c'est pas le talent qui manque, c'est comment nous arrivons à fédérer ensemble nos différentes connaissances, nos différentes manières de faire pour vendre. Raïmo a vendu 2 joueurs à Salzbourg cette saison. Il s'agit de Lassina Traoré et Abouakar Sisski Kamara. Depuis 2 ans, on nous a déjà dit ça. Depuis 2 ans, on nous a déjà dit que quand ils auront 18 ans, ils vont partir. D'ailleurs, même Raïmo est parti à Salzbourg, revenu, les entraîneurs sont partis, ils sont revenus. Ces genres de signatures et de partenariats, quoi qu'on dise, vous avez parlé davantage, c'est bénéfique non seulement pour Raïmo, pour l'équipe nationale, pour beaucoup de choses qui viendront derrière. Nasser Djiga a signé à Wolverhampton, mais attends, quand les directeurs des grands clubs dans le monde entier voient Edmond Tapsoba, Leverkusen, grande taille, bon défenseur, aujourd'hui de classe mondiale, Nasser Djiga qui s'ajoute, monsieur, si vous avez un défenseur central de votre centre de formation qui joue 1-2 matchs en U20, facilement on le récupère. Parce qu'on se dit, lui là, c'est un prochain Tapsoba, c'est un prochain Djiga. Donc si tout le monde arrive à caricaturer ce genre d'esprit, ensemble, je pense qu'on peut encore vendre beaucoup plus de joueurs lors des différents mercatos. Est-ce que réellement, Aziz, nos clubs arrivent à avoir cette manne-là? Est-ce qu'on arrive véritablement à ramener tout ça au niveau de nos équipes? Le peu qu'on arrive à voir qu'ils vont avoir, est-ce que ça revient? Actuellement, c'est tellement structuré que ce qui doit revenir au club revient au club. Et n'oublie pas aussi, souvent aussi dans les transferts, ça dépend de quel papier vous avez signé avec le club preneur ou le club revendeur. Voilà. Tout c'est relié au papier souvent. Comme Bilal l'a dit, et même les clubs formateurs dont on parle. Et tu peux aller prendre un joueur dans un quartier et lui faire un petit papier. C'est un papier que tu classes. Je ne m'aventure pas, je prends un exemple, le petit Rachid que tu as cité qui est parti en faire là. Et le petit, moi je l'ai vu dans un quartier à Gouin, où il s'entraînait dans un club qui n'était pas affilié à ce truc. Mais j'ai son contrat en disant que si le jour que le petit, quel que soit le montant, puisque le petit est passé par l'AS Sonabel, et si son passeport de joueur, il y a AS Sonabel, il y a Santos, il y a tout a été envoyé.
mais le club de formateur n'y figure pas. Mais le club formateur tient un papier qui dit que si un jour, l'AS Sonabel reçoit quelque chose de ce petit, le club formateur a 10%. Okay. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le club formateur a? C'est prier que le petit réussisse. Mais s'il n'y a pas ce papier aussi... Et que ce club formateur aille s'affilier aussi maintenant. Merci. Oui, tout à fait. Mais s'il n'y a pas ce papier, donc, tu vois, les frustrations vont venir. Parce que l'argent va tomber, on va oublier qu'il a été formé par un tel, bon, et voilà les problèmes. Donc souvent, ce n'est pas aussi la faute des clubs de ne pas reverser de l'argent à ces formateurs. C'est le passeport. Parce que lors que rien n'est inscrit, oui, mais on connaît aussi généralement, je n'ai pas envie d'employer ce mot, mais un tout petit peu entre griffes, le niveau de façon générale de ces formateurs qui sont plus des passionnés, qui sont des animateurs, qui ne sont vraiment pas des coachs, c'est des animateurs. Nous tous, on a joué dans des quartiers avec des grands frères qui nous ont appris, qui nous ont donné l'envie de jouer au football. Ouais, des idées rouges, par exemple, des gens comme ça. Bien sûr, ça existe partout. Bon, après, vous qui êtes au devant des choses, vous pouvez quand même aider ces genres de personnes à dire, bon, ok, comme vous l'avez fait, si le joueur y part, on va reverser ci, on va reverser ça. Donc, on a toujours ces genres de querelles, mais je crois que de façon générale, par exemple, pour cette année, et même l'année passée, c'est monté un tout petit peu. On a un grand nombre de joueurs qui arrivent à se positionner. On a des agents intermédiaires, des présidents de clubs qui abattent un bon boulot, qui arrivent à positionner nos jeunes joueurs. Et après, c'est aux joueurs de travailler et puis progresser. Tout à fait. Alors, on rentre en détail. Quels sont les facteurs qui favorisent, en tout cas aujourd'hui, je dirais, l'ascension des joueurs burkinabés, parce qu'on sent qu'on ne quitte plus maintenant la première division pour repartir en D3, D4, mais plutôt des joueurs qui quittent la D3 et qui se retrouvent en première division. Quels sont les facteurs qui favorisent ça aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a l'organisation du championnat, la structuration de notre championnat, qui, vous avez vu, la D3 se joue, même si elle n'est pas encore très bien organisée. Il y a la 2-2 qui se joue, il y a la D1 qui se joue. Donc, les passerelles, les différents niveaux de passerelles montrent. Aujourd'hui, vous allez voir, tous ces clubs-là passent par la D3 et ces clubs qui sont donc affiliés à la fédération arrivent véritablement à jouer même si c'est un ou deux matchs. Ça permet quand même de maintenir comment on dirait, les joueurs dans le sillage. Et cette structuration aussi va permettre aux joueurs, avec la mise en place des différentes catégories au niveau de l'équipe nationale, que ce soit U20, U17, U20, U23, et choses, tout ça c'est important. Je pense que c'est des passerelles qui montrent également aussi, quand on participe à l'UFOAB avec les U17, c'est une exposition. Voilà, et donc c'est pour moi en tout cas, cette situation permet évidemment aussi, la passerelle aussi permet évidemment de ne pas voir un joueur arriver soit en équipe nationale ou en tout cas arriver comme ça sans qu'on les voit, on ne l'ait vu venir, des générations spontanées, des joueurs qui sautent. Maintenant c'est devenu rare. Maintenant un joueur qui signe, on l'a vu quelque part en tout cas. J'ai l'impression qu'on l'a vu soit chez les cadets, soit chez le U20, soit on l'a vu en première division ici, soit on l'a vu en équipe nationale. Donc je pense que ça c'est déjà intéressant à mon avis. Alors Moussa Boubila, vous pensez que le championnat seul, sa visibilité, sa régularité aujourd'hui assure aux joueurs burkinabés de franchir donc ce cap-là et d'être des joueurs cotés? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut un peu plus. Il faut un peu plus parce qu'il y a un discours qui n'est pas vrai de la part même de nos différents acteurs de football. Les entraîneurs, certains agents, certains conseillers des joueurs, qui leur font croire que des fois, quand on quitte le championnat burkinabé, on part signer par exemple au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est pas bon. Des fois, quand on quitte le championnat burkinabé et qu'on va en National 1, en National 2, en Ligue 2, c'est pas bien. Non. Le discours de vérité, c'est que nous devons faire comprendre à nos supporters, aux gens qui suivent le football, que notre championnat, bien qu'il soit appelé championnat de première division du Burkina, est un championnat amateur. Et que si vous voulez jouer, vous voulez voir les joueurs burkinabés jouer au Real, au Barça, je ne sais pas, à Leverkusen et ainsi de suite, il faut transiter par des championnats, je ne sais pas, intermédiaires, par ces genres de Ligue 1, de Ligue 2, de National, je ne sais pas, du Maroc, de l'Algérie. C'est ça. Regardez l'exemple aujourd'hui. Edmond Tapsoba, il vient d'où? Il vient de la 3e division portugaise. Il vient de l'équipe réserve de Guimarães. Il a travaillé et arrive à Guimarães en première division avant de se retrouver à Leverkusen. Vous regardez un Dango Ouattara, il vient d'où? Il vient de la réserve de Lorient, qui joue la réserve de Lorient, joue National 2. De là-bas, il a travaillé, il a joué à Lorient, il a Bournemouth. Donc, toute chose, Issa Kabore a été
dans la réserve de Mali, il a été prêté à 3, a été plusieurs fois jusqu'à maintenant, il est prêté. Donc il faut qu'on ait un discours de vérité. Vous jouez le championnat burkinabé, vous avez des entraînements supplémentaires. Si vous jouez, tout le monde ne peut pas jouer en équipe nationale. Il y a des joueurs qui ne jouent pas en équipe nationale U17 ou U20, mais qui peuvent avoir des... Il faut accepter, dire la vérité à ces joueurs. Quand vous quittez le championnat burkinabé, même si vous partez en 4e division française, elle est mieux que le championnat burkinabé. Il faut juste jouer. Il faut travailler et demain vous vous retrouverez quelque part. Il y a le jeune Ivoirien, j'avale son nom, qui a signé au stade à Reims, et qui aujourd'hui est en équipe en Ligue 1 française. J'oublie son nom, mais il a été repéré dans des marcanats de quartier et tout. Il devait signer à Marseille et finalement il a signé à Reims. Donc je crois que ce qu'on doit mettre en place un peu plus, c'est que la Ligue 2 doit être l'antichambre pour nous, ça doit être la compétition. La Ligue 1, toujours la compétition. Et quand un joueur a une opportunité de partir, même si c'est en 3e division, c'est ou quelque part en Europe, où c'est mieux structuré. Exact. Ou qui expose plus. Il faut le laisser aller. Aujourd'hui, on indexe, je prends l'exemple, on indexe l'Algérie, parce que l'Algérie a été une mauvaise expérience pour quelques jours. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, vous arrivez en Algérie, vous demandez d'après. Quand vous dites que vous êtes burkinabé, on vous parle d'Amidou Balboné. C'est un dieu en Algérie. Il n'a pas échoué en Algérie. Banou Diawara, il a mis 10 buts à l'AGS Kabylie, il a été vendu à 6 mois. Il n'a pas échoué en Algérie. Amel Belem, c'est des blessures. Je ne l'aurais pu jouer. Donc aujourd'hui, Pitra Park, il est en Algérie. S'il nous suit, qu'il travaille. S'il travaille, il jouera dans le club champion d'Algérie, ou il quittera l'Algérie, il partira ailleurs. Donc il faut qu'on arrête à un moment de mettre des stéréotypes dans la tête de nos joueurs et les faire comprendre que ici, on ne joue pas le championnat burkinabé pour avoir de l'argent. Je suis désolé, le joueur le mieux payé au championnat burkinabé, il a combien? On joue ici pour gravir les échelons et aller ailleurs et puis devenir un grand joueur. Alors, vous qui êtes un peu dans les arcanes, M. Nana, quel discours vous tenez envers ces joueurs-là lorsqu'il y a des contrats avec l'Algérie, lorsqu'il y a des contrats pour la D3, dans des pays qui souvent peut-être ne sont pas très connus ici au Burkina? Quel discours vous leur tenez quand ils veulent partir et que certains tentent de les décourager, peut-être pour dire que ce n'est pas la bonne passerelle? Et le premier conseil que moi j'ai donné aux joueurs, c'est d'abord ne pas faire tes propres dépenses pour aller dans un club maghrébin. Ça, tu te vends moins cher, ça c'est un. Puisque là, ça dépend de comment tu es arrivé dans ce club. Sinon, je prends un exemple, le cas de Pitra Park. Si Pitra Park joue, il va recevoir tout ce qu'il va avoir. Mais imagine-toi, tu te lèves, parce qu'il y a d'autres qui se font leur propre, qui vont payer le billet, qui vont aller se chercher. À ce moment, tu vas dire que voilà, ces problèmes, il y a ces problèmes. Pourtant, c'est toi qui a cherché tes problèmes. Et j'allais rejoindre à ce que Claude et puis l'autre a dit par rapport au championnat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous jeunes, on peut travailler mieux si il a parlé de la 2-1, la 2-2, la 2-3. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on peut travailler de telle sorte que la 2-3 soit une compétition uniquement que de juniors et puis ajouter un peu. À ce moment, tu vas voir qu'on aurait beaucoup de talents, qu'à chaque fois, il faut avoir les talents. Parce que l'Europe aujourd'hui jeune que les jeunes. Même pas l'Europe, même le golf aujourd'hui. Quand tu parles de Dubaï, on ne veut plus les vieux joueurs, c'est les joueurs comme les vétérans qui veulent. Sinon, les jeunes, c'est les jeunes de 18 ans. Donc, moi, je pense que c'est de travailler de telle sorte que... Dans le golf, on a besoin de joueurs confirmés. Oui, on a besoin de joueurs confirmés ou les plus jeunes, de moins de 18 ans. Parce qu'ils ont envie de construire quelque chose, ils savent que c'est à partir des jeunes qu'on arrive à avoir un championnat aussi compétitif. Le Claude a dit, moi, je pense que la 2-3 aujourd'hui, si on pouvait faire de telle sorte que la 2-3 soit uniquement que des juniors, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de transferts, beaucoup de joueurs professionnels devant. Mais attention aussi, il faut aussi dire, parce que quand on regarde, c'est vrai qu'avec le développement de Bila, mais attention aussi, parce que pour aller aussi, on ne va pas aller à n'importe quel prix, on ne va pas aller aussi à ça, parce que ça peut être un tremplin qu'il faut aller aussi n'importe comment. Là aussi, ça peut aussi trouver... Ah oui, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, effectivement. Ne pas se lever, juste prendre un avion parce qu'il y a un agent qui t'a contacté et puis partir de toi-même. Non, il peut même parce qu'on a vu des joueurs qui poussent. On a vu des joueurs qui contrats solides. Parce que juste, un club s'est renseigné sur lui et déjà, comme il le dit, ça veut dire juste un club s'est renseigné, il pousse, il est parti. Et tu vois que les dirigeants sont à un moment donné dans l'embarras pour dire, bon, écoute, nous on pense que avec les situations qu'on a, on sait qu'il y a d'autres clubs qui vont venir. Ce n'est qu'un premier jet et que le gars essaie.
Donc, mais vous voyez beaucoup de joueurs qui poussent déjà parce que les autres sont déjà partis. Il ne faut pas aussi brûler les étapes. Il faut aussi partir au bon moment, savoir partir au moment où il faut. Ce qui est important, il faut jouer. Jouer beaucoup. Et comme je suis d'accord avec lui, il faut qu'on structure davantage la D3, qui est un championnat assez intéressant. Si vous regardez la D3, aujourd'hui on se dit pas la D3. Oh non, je vais dire la D2. Je vais dire la deuxième division est assez intéressante. Maintenant, la D3, vous voyez comment c'est. On joue un match, les deux qui vont sur un match par an, deux matchs, trois matchs maximum il faut par an. travailler à structurer la D3, que ça soit aussi compétitif et que les équipes aient plus de matchs. C'est vrai, aujourd'hui, il faut aussi qu'on se dise, la FIFA a pratiquement doublé les primes qu'elle allouait aux fédérations depuis un certain temps. Doublé, la CAF aussi en ajoute. Je pense qu'il faut peut-être utiliser cette manne-là pour véritablement développer le football. Le football a besoin de quoi? Il faut que les gens jouent. Plus de matchs. Plus on est jeune, il faut avoir plus de matchs. Or, ici, quand il n'y a pas beaucoup de matchs, j'en ai vu la bagarre des clubs avec les il faut que les fédérations qui arrivent maintenant se mettent en tête que leur rôle, c'est de pouvoir trouver des matchs, créer des compétitions. Aujourd'hui, en D2, la compétition, la coupe du président de la fédération, qui n'existe plus. Ça, c'est des choses qu'il faut remettre rapidement pour donner de la compétition. Et créer même d'autres compétitions, parce que quand vous regardez en D1 ici, nous avons que la Coupe du Faso et le championnat. Il faut en ajouter la coupe de la fédération aussi, pourquoi pas en D1? Parce que plus il y a de compétitions, plus il y a de matchs, plus les joueurs sont en jambes et plus ils ont la capacité d'aller se faire vendre. S'il n'y a pas ça, écoutez, ça va être difficile. Lui, l'agent de joueur, il sait, il y a des normes pour des joueurs à partir d'un certain âge. Il y a des normes qui sont calculées. Un joueur à partir de 17 ans doit avoir au minimum tel nombre de matchs. Mais ce n'est pas fait ici. Je pense qu'il faut peut-être aujourd'hui regarder et aller sur ces standards qui sont déjà connus et essayer, parce que ça coûte cher, je sais, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas derrière, un match de football, ça coûte cher. Ah ouais. Un championnat, il y a le déplacement, les arbitres estiment que ce qu'on leur donne n'est pas suffisant. Or, si on ajoute même 5, si on ajoute déjà 1000 francs, les infrastructures, il faut multiplier par le nombre de matchs. Il faut en avoir. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est assez difficile. Voilà pourquoi il faut que, au niveau donc, de la fêtière, on travaille davantage à aller chercher des sponsors, à pouvoir développer évidemment des compétitions pour donner plus. Là, ce n'est qu'une partie. Hein. Quand vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui est en train donc de faire sortir des joueurs. À un moment donné, on se disait qu'au Burkina, on ne connaissait pas le Burkina comme un pays, une nation de football, mais de plus en plus, on est en train de s'inscrire parce que, évidemment, c'est parce que c'était pas structuré. Il y avait des talents. Ce n'était pas structuré, on n'arrivait pas à mettre ça en valeur. De plus en plus, les gens ont compris que c'est une mine d'or. Quand vous regardez le Mali ou la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est grâce à Guillaume qui est venu structurer l'académie, la SEC, c'est sorti comme ça a pris. Tout le monde pense que ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'il peut y avoir des joueurs. Donc le passeport ivoirien. Pas que tout le monde pense, mais il y a un travail qui a été fait de suivi. Si Guillaume a donné l'exemple, il y a d'autres qui sont venus, qui ont fait. Aujourd'hui, vous avez le RCA. Vous prenez le classement de la Ligue 1 ivoirienne, le RCA est peut-être avant-dernier du championnat, mais le RCA a vendu 3 joueurs en Ligue, en 1-2 en Bundesliga, en Espagne. Donc, ça veut dire chacun doit accepter de dire tel est un modèle. La manière dont cette personne fait, il faut que moi aussi j'essaie de faire comme ça, m'inspirer de ça, pour unir les forces et arriver à pouvoir... Ouais, c'est ça. C'est là qu'on doit arriver. Et qu'on doit pouvoir dire à notre public, qui nous suit tous les jours, que c'est pas du jour au lendemain qu'on aura des joueurs au Real Madrid, qu'on aura des joueurs à Barcelone, à Manchester United. C'est petit à petit. J'ai vu comment presque l'ensemble non seulement entre nous-mêmes journalistes, les internautes, ont par exemple interprété le transfert de Cédric Badolo de Sheriff Tiraspol à Terneva en Slovaquie. Mais c'est un bond de plus de 10 pas que le jeune homme il fait. Quand quitter Sheriff Tiraspol et aller en Slovaquie, mais entre le championnat slovaque et le championnat moldave, c'est le jour et la nuit. La Slovaquie est largement au-dessus. Mais plus que c'est de la Slovaquie, c'est qu'ils se disent que bon, c'est pas l'Espagne, c'est pas la France, c'est pas Real Barça, mais c'est petit à petit. Le garçon, il vient d'où? Il vient de Salitas, d'un petit club de Slovaquie qui s'appelle Faroni, qui est aujourd'hui en 2e division. Il va à Sheriff, il finit meilleur joueur même du championnat, et il a 26 ans.
Et à 26 ans, tout le monde sait, Aziz, tout le monde sait qu'à 26 ans, c'est difficile d'aller en Ligue 1 française, c'est difficile d'aller en Bundesliga. Ça, c'est vraiment des rares cas, comme Nakoulman qui a signé à Nantes quand il avait 29-30 ans, grâce à une bonne Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Mais avant ça, le gars, il a joué tellement de matchs dans le championnat polonais et dans le championnat turc. Donc, seul le travail peut arriver. Il faut qu'on mette dans la tête de nos joueurs, même si tu joues en Azerbaïdjan, même si tu joues au Kazakhstan, même si tu joues, je ne sais pas où, en Irak ou quoi, il faut être compétitif chaque week-end. Tout à fait. Tôt ou tard, ça va venir. Le jeune homme qui signe à Manchester United, à Manchester City, pour 46 millions d'euros qui quitte et Lens, il y a 2 ans, il était dans le championnat en Biélorussie. En Biélorussie. Donc, il y a un discours qu'on doit pouvoir dire à nos jeunes, de travailler, de jouer. Et puis, bon, je crois qu'à un moment donné, tout doit marcher. Après, on ne demande pas à nos agents de sortir les jeunes pour leur dire, payez vos billets, on va vous envoyer dans des destinations bizarres. Je suis parfaitement d'accord avec Aziz. Quand un club te veut, le club, il met les moyens pour te prendre. Comme on a vu avec Nasser Djiga tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des défis à relever pour ces joueurs qui arrivent dans ces nouveaux clubs comme ça, qui sont promus? Est-ce qu'il n'y a pas des risques ou des défis à relever, M. Aziz? Je n'ai pas bien compris la question. Un joueur qui quitte par exemple la Détroit ou qui quitte le Burkina, qui arrive dans un championnat où il y a plus de moyens, il y a plus de visibilité, il y a plus de chaleur, c'est un autre monde carrément. Quels sont ces défis-là qui peuvent être des freins pour lui dans son évolution dans ce nouveau club? Non, mais même au Burkina, il y a toujours des défis à relever. Même quand tu entres dans un autre club, tu vas aller trouver soit les anciens, soit des gens qui viennent d'ailleurs que tu crois qu'ils sont plus grands que toi, et toujours, il faut toujours des défis. Je prends un exemple, que quand tu prends le gars de... Je prends Nasser, bon, bien vrai que Nasser, il a eu la chance de jouer la Champions League. Il a croisé des grands attaquants, donc aujourd'hui, lui, dans sa tête, il n'y a plus trop de défis comme ça. Il se dit que bon, tout ce qui vient, il peut... Mais un jeune qui quitte le Burkina, aller dans un nouveau club, il va aller trouver des Brésiliens, il va aller trouver des Anglais. Bon, tu sais, on a... Je ne sais pas comment... Voilà, ce complexe qui nous manque. Voilà, c'est-à-dire qu'on a ce problème de complexe et que quand on recule un peu en arrière, tu vois, l'Ivoirien réussissait plus que le Burkinabé. Parce que l'Ivoirien n'a pas ce complexe que nous on a. Donc c'est ce côté où on doit cultiver aussi nos jeunes, déjà même à enlever ce complexe-là quand ils sortent pour le professionnalisme. Au-delà de ce complexe-là, qu'est-ce qu'il faut, Claude, des défis à relever pour être, en tout cas, rester compétitif, je dirais, donc, dans le nouveau club dans lequel vous arrivez, parce que Nasser Djiga, il arrive en Première Ligue et c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de jouer, c'est beaucoup plus d'intensité. Qu'est-ce qu'il lui faudra? Non, il a un gros défi à relever, c'est la compétitivité. Il faut qu'il soit tout de suite compétitif. Et donc, c'est à lui de travailler en amont, pour être travailler, déjà prêt. C'est-à-dire faire quoi? Travailler, il doit dormir plus, que... il doit manger plus, il doit courir plus, je ne sais pas. Il doit éviter, évidemment, tout ce qui peut polluer sa manière de travailler, c'est tout. C'est-à-dire, il faut travailler 2 fois plus. C'est ce que les gens disent. Quand tu as il faut travailler 2 fois plus, parce que ceux qui sont là, ils savent que tu es venu prendre leur place. Et ils ne vont pas vouloir te donner l'occasion de prendre leur place. Donc il faut que ce que tu as fait de l'autre côté, pour qu'on te voit, il faut te faire 2 fois plus que ce que tu fais. Et puis regarder tes erreurs. Ou en tout cas, pas tes erreurs, mais tes lacunes. Là où tu es moins performant pour les améliorer. Parce que ce n'est pas que le travail de l'entraîneur qui pourra te permettre de progresser. Il y a un travail personnel aussi qu'il faut faire, il est permanent, il est quotidien. Et donc ça te met aussi d'avoir aussi un mental de fer. C'est pas parce qu'aujourd'hui on m'a mis que j'ai raté les 5 dernières minutes que... Non, tu auras toujours ta chance. La chance, s'ils sont venus te chercher, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont détecté un potentiel en toi et que tu auras ta chance. C'est parce que tu as raté le premier match que c'est fini. Ça veut dire que là encore, c'est le côté mental. Il faut avoir un mental de gagneur pour dire que on peut, à toute épreuve, on est là. Voilà, je pense que mentalement, il faut être là. Sinon, pour les Nasser Djiga, il n'y a pas de problème d'environnement. C'est vrai qu'il change d'environnement, c'est sûr, mais déjà, l'environnement européen, il le connaît. La façon de... Voilà, donc ça, déjà, il le connaît. Donc, pour lui, je pense que le plus gros défi, c'est ça. C'est-à-dire que essayer de travailler sur ses lacunes, essayer donc d'être toujours performant. Parce que le problème en Europe aussi, quand on te prend dans ce genre de club-là, c'est de répéter la même performance tous les jours, chaque match. Et je pense que c'est l'un des gros défis. Aujourd'hui, on est bon dans le championnat quand vous regardez nos joueurs. Aujourd'hui, ils sont bons, ils te font un match extraordinaire.
Et le match d'après, tu te demandes si c'est encore le même joueur. Or, c'est ce match extraordinaire-là qu'il faut répéter la meilleure performance chaque jour. C'est ça qui te permet évidemment d'être au firmament. Pourquoi on n'arrive pas à répéter ça au niveau donc de nos joueurs? Pourquoi? La régularité, la constance. Je pense que très souvent, bien que les défis soient différents en fonction des différents challenges, des différents transferts pour chacun, il y a un défi commun qu'on doit coller à tous les joueurs burkinabés, c'est qu'il faut être à la fois travailleur, mais aussi patient. À ne pas écouter certaines personnes qui vous déroutent. Nasser Djigo aujourd'hui, ici, 5 ans et demi. Wolverhampton sait que il a 22 ans, bien qu'il ait joué à l'Étoile Rouge de Belgrade, au FC Bâle, à Nîmes, il arrive en Angleterre qui est un championnat différent, qui a une autre façon de jouer. Il va connaître un entraîneur qui va peut-être vouloir le faire jouer différemment. Des coéquipiers où tout est différent. 5 ans et demi, on sait pourquoi on te paye 5 ans et demi. 5 ans et demi, pour le bon joueur, ça suppose que tu as une année et demie pour vraiment t'adapter au club et une année pour percer. Rappelez-vous quand Dango ici à Bournemouth, 90% des Burkinabés ont dit mais pourquoi il va à Bournemouth? Il a 8 buts à Lorient, il va dans un club classé 18e de la Première Ligue. Bournemouth va descendre, ça c'est un gâchis. Bournemouth s'est maintenu, Dango s'est adapté en 2 ans et aujourd'hui c'est une machine à but et à passe décisive pour Bournemouth. Donc Nasser doit aller dans cette... Arriver, même si vous êtes sur le banc, vous travaillez des entraînements individuels, vous avez un mental de faire et puis se positionner. C'est pareil, Nasser encore tant mieux, on le paye 5 ans et demi. Issa Kabouré a un contrat à Manchester City, mais chaque saison, il est obligé de réfléchir où est-ce qu'il va s'asseoir. Donc du coup, c'est comme ça, les défis sont énormes pour tout chacun, mais la patience. Rappelez-vous quand Djibril Ouattara quittait la SFB pour aller à Berkane, mais presque tous les fans du Burkina ont insulté. Mais comment le meilleur buteur du championnat burkinabé peut aller au Maroc? Et en plus, Berkane avait signalé qu'il allait s'adapter en équipe réserve. C'est pas possible. Mais Djibril a fait 5 ans à Berkane, il n'a jamais été titulaire indiscutable. Jamais enchaîné 3 matchs en tant que titulaire à Berkane. Alors que nous, on se plaint que le meilleur buteur y va. Donc chacun doit savoir que c'est la patience, c'est le travail, et tout se passe sur le terrain. Ça peut être des défis. On parle des transferts, Diallo, Ahmed Belem. Vous voyez qu'il part en National 2, à Bourges, en 4e division française. Mais c'est une bonne relance pour le garçon. Très bonne relance. Il a 25 ans, il a connu des blessures. Terrible, hein? Oui, des blessures, des croisés. Il est revenu, il a essayé de se relancer dans son club formateur avec Raïmo, il repart. Salut de travail. Aujourd'hui, Bourges en National 2 avec des ambitions, le club de Sadio Mané. Donc, si lui, il joue et qu'il montre des choses, ben, normalement, ça doit pouvoir revenir. On dirait qu'il revient de loin. On parle aussi d'un joueur, Irie, c'est un travail de staff. Ouais. L'agent de Irie... Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Ibrahim Niang, non, mais je crois que c'est bien qu'il ne soit pas parti ce mercato, parce que Irie, aujourd'hui, il est... Tout le monde voté par tout le monde. Pas tout le monde. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est l'arme offensive de 3. D'ici juin, s'il met des buts, il partira. Moi, très souvent, je discute avec son agent qui a été vraiment très patient avec lui, qu'il a sorti de Real de Faso. Tout le monde en a parlé. Tout le monde dit, mais comment... national. Mais à quand son arrivée en équipe nationale? Parce qu'on parle de beaucoup de choses aussi. On reviendra sur cette affaire de joueurs qu'il faut aller chercher un peu partout, parce qu'on en a beaucoup comme ça qui sont dans les clubs. Il lui faut son passeport le plus vite possible. Ah oui, ne nous sortez pas de notre thème. On va revenir sur cet aspect-là parce que c'est un élément très important aussi de pouvoir ramener donc tous ces joueurs-là qui sont aujourd'hui un peu partout et qui hésitent un peu à revenir donc en équipe nationale ou qui ont des problèmes. Nous des non-dits souvent donc sur leur venue, en tout cas au niveau donc des équipes nationales, que ce soit cadettes, juniors ou même en équipe A. On va parler maintenant de la médiatisation de ces joueurs-là. Quel rôle cette médiatisation peut jouer dans le transfert, en tout cas, des joueurs aujourd'hui? Génana. Bon, comme en début d'émission, quand on était dehors, il y a un qui disait qu'on dit que les journalistes ne font pas ne font rien pour les joueurs. Voilà, ils ne font rien pour les joueurs. Et pourtant, c'est un travail qui amène le joueur loin. Très très loin même, la médiatisation. Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui n'a pas de suivi derrière, bon, souvent, moi, je pense qu'on le perd de vue. Et ça, c'est le rôle, c'est votre rôle, quoi. Voilà. Bon, nous aussi, souvent,
On dit qu'on n'est pas trop reconnaissant envers vous. Oui, c'est le rôle du journalisme. Mais que doit-il faire? Est-ce que à chaque fois, Bila, Claude Romba ou Ibrahim Diallo, on doit se lever et puis on dit pas, voilà, on met nos moyens et puis on communique pour le joueur ça, moi, parce je pense que simplement c'est lui? Que logiquement, c'est peut-être nous autres qui sommes un peu proches aussi des joueurs qui doivent ramener l'information vers vous pour certains. Non, moi je vois la chose autrement. Ça veut dire que c'est vrai, les journalistes vont faire leur travail et tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les joueurs comprennent que l'exposition médiatique aussi a son pesant d'or. Parce que c'est une communication en ce moment, ce n'est plus du journalisme comme on le dit. Il faut te faire entourer d'un staff qui va t'accompagner, qui va te manager. Il peut y avoir un staff au niveau européen, un staff au niveau local, qui va permettre aussi de soigner ton image. Parce que c'est assez important. Le fait de soigner l'image, c'est assez important. Et ça te met, ça libère le joueur qui est dans un état d'esprit assez libre pour pouvoir continuer à progresser. Parce que imaginez, quand les critiques fusent, on a l'impression que ça n'atteint pas les joueurs, mais ça atteint. Quand c'est au niveau national, ça atteint aussi. Quand c'est au niveau international, ça atteint. Donc il faut un travail ici et il faut un travail là-bas. Mais quand vous regardez les joueurs, on se dit, bon, de toute façon, le journaliste fait son travail. Oui, nous, on va continuer à faire notre travail, mais derrière, il faut que vous, aussi, vous ayez au moins un staff qui puisse l'accompagner, qui puisse soigner son image, qui puisse l'amener aussi à faire des choses pour, je dirais, le mettre dans des dispositions ou le mettre à l'abri des choses. Il y a des opérations de charme que certains font. Voilà, que évidemment, voilà, les joueurs et choses ne comprennent pas ces enjeux-là. Ils se disent que bon, les journalistes là, bon, ils nous fatiguent. Quand ils viennent pour chercher les images, quand ils viennent pour chercher là, ils vous voient. Après, quand ils vous voient, ils ne vous saluent pas. C'est pas important. La chose la plus importante, c'est de travailler, d'être structuré, de savoir qu'il faut un staff derrière. Il faut donc améliorer l'image. Ça passe aussi au niveau national, ça passe au niveau international. C'est vrai qu'ils ont des staffs au niveau international, mais il faut qu'ils aient aussi des staffs au niveau national. Ça permet évidemment aussi d'arranger les choses et de donner encore plus de valeur. Parce que la plus-value aussi, elle est importante. La communication donne une plus-value aux joueurs. Est-ce que la communication, elle doit être spontanée? On doit juste se lever, comme je l'ai dit tantôt, et tout le monde, on dit, bon, on accompagne le monsieur parce que voilà, c'est un Burkinabé, vous savez. L'information, c'est un droit. Ça, c'est ce qu'on nous dit en journalisme. Mais la communication, elle est payante. Ça, c'est ce que le communicateur dit. Donc, l'information, si un joueur signe au Real Madrid, on n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin de nous réveiller pour nous dire ça. Nous, on dit à tout le monde qu'il va signer, qu'il a signé. Ça, c'est de l'information. Maintenant, après, travailler, accompagner un joueur, ça c'est autre chose. D'abord, vous pouvez le faire par patriotisme, par sacrifice, parce que vous aimez, nous sommes des humains, nous les journalistes, parce que vous aimez bien un joueur, particulièrement vous aimez tel joueur, vous en parlez. Mais aujourd'hui, je le dis haut et fort, nous en tant que journalistes, on reçoit très souvent même presque des menaces de certains agents de joueurs, certains proches qui disent bon, aujourd'hui, hier vous avez parlé de Nasser Djiga, oui, qui a signé à Wolverhampton. Moi, j'ai mon joueur, il a signé ici. Pourquoi vous n'avez pas dit son nom? Pourquoi vous n'avez pas dit X ou Y? Bon, Lionel Messi, dont on en parle matin, midi, soir, nous, on ne le connaît pas. Mais c'est parce que le gars, il a 9-10 ballons d'or par an. Que tu en parles ou pas, tu es obligé d'en parler parce que c'est une information qui est là. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, c'est pareil. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est là. La chose, c'est qu'il faut que les agents travaillent à rendre accessibles les différents joueurs. Nous, on vient vers eux, c'est pour avoir des informations. Donc, ce n'est pas un Européen, ce n'est pas un média étranger qui va connaître l'histoire de Nasser Djiga plus que nous. Tout à fait. C'est pas possible. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas quand vous avez des problèmes, vous êtes dos au mur, que vous commencez à contacter des médias, des journalistes, bon vous savez X ou Y. Non. Quand on vient vers eux, c'est pas parce qu'on veut X ou Y chose, c'est qu'aujourd'hui, que Ibrahim Diallo, que Claude Romba, que l'ensemble des confrères soient capables de prendre leur téléphone, d'appeler Edmond Tapsoba, qui va répondre et qui va dire oui, effectivement, on a vu que si ou ça, ok, pour l'instant, j'ai pas envie de donner une info, ou je sais ci ou cela. C'est surtout ça qu'il faut, et quand c'est fait de façon respectueuse, de façon collégiale, normalement, chacun connaît sa place, et puis on travaille. Après, si certains joueurs pensent peut-être
entre griffes, parce qu'il y a l'appellation, on va tomber un peu bas, de ces histoires de leurs agents à côté, de leurs entre griffes, de leurs opéros, de leurs ceci ou cela. Nous sommes des journalistes, donc nous, on a juste besoin des informations pour en passer. Le reste, on n'est pas forcément besoin d'être des amis. Les joueurs, la majorité des joueurs, pour nous, c'est des petits frères. On le voit beaucoup en Europe, voilà. C'est pas vraiment des amis, mais lorsqu'il y a des intérêts, on se met ensemble et puis on travaille. Et dans un respect mutuel, je pense qu'en ce moment, tout fonctionne. Mais voilà, est-ce que ce travail-là est vraiment fait, M. Zama? Est-ce que vraiment il y a cette sensibilisation d'amener les joueurs à leur faire comprendre déjà très tôt, au niveau des centres même de formation, qu'il faut aller vers ça et que ce tandem-là aussi, il doit pouvoir exister entre le monde de la presse et les joueurs? Bon, nous, particulièrement, proches des joueurs, nous, on leur conseille vraiment d'aller vers certains médias pour se faire voir. Bon, maintenant, dans les clubs, bon, ça, c'est notre travail. Sinon, particulièrement, nous qui sommes très proches des joueurs, on a toujours... Puisque nous-mêmes, on veut que les joueurs, les rumeurs soient latés par Moussa Bobila, la Sinas. Donc, mais souvent aussi, bon, pour avoir que Moussa Bobila publie ton joueur aussi, bon, il faut te lever tôt aussi. Non, tu le lever tôt comment? Mais il est pourtant accessible, il est là, il est disponible. Bon, mais tu sais, il y a certains journalistes aussi, sincèrement, pour les avoir, il y a des moments, tu parles vers eux. Bon, je sais pas, c'est un travail crucial qu'on doit faire ensemble pour l'avenir d'un joueur. En tout cas, à la RTB, nous on est là, mais on ne vous voit pas. Non, mais il faut on ne vous voit pas, pourtant nos portes sont ouvertes, nous recevons tout le monde, mais nous ne les voyons pas, par exemple. C'est votre télévision, c'est votre radio nationale, mais nous ne les voyons pas. Tous les joueurs, nous allons mentir à l'opinion. Il y a des gens qui vont nous dire, mon joueur, il va signer la semaine prochaine à Monaco. Mais c'est faux, nous on sait que c'est faux. Nous on cherche. Donc, mais en même temps aussi, je pense que Aziz nous fait un mauvais procès. C'est des procès d'intention. Il y a des joueurs qui ont des intentions. Non, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y a un journaliste qui n'est pas accessible. De toute la façon, tu connais un peu le milieu, tu connais plus ou moins. Regardez le travail que Bruno Maïga fait. Bruno Maïga n'a pas de gêne à approcher un journaliste pour X ou Y raison. Et quand vous l'appelez, à tout moment, il va décrocher. Quand vous lui posez une question, il est ouvert, il est disponible. Et je pense que c'est un peu ça que les autres agents doivent faire. Voilà. Soyez ouvert, soyez disponible. Il n'a pas peur d'aller au débat avec un journaliste. Voilà, moi j'aime bien son attitude, il n'a pas peur d'aller au débat avec un journaliste. Il va au débat, mais c'est un débat franc. C'est correct, tu as dit quelque chose, il n'est pas d'accord, vous discutez, tu essaies de le convaincre, il essaie de te convaincre, ou en tout cas, voilà, vous trouvez le juste milieu, mais il n'est jamais fâché contre toi. Je pense que c'est un peu ça. On ne dit pas d'avoir une relation comme un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des situations où aussi, bon, parce que le joueur, lui, il est agent de joueur, toi, tu es journaliste, tu fais ton travail de journaliste, lui veut que tu fasses un travail de communication. Arrivé à ce moment, vous n'allez pas vous croiser. Vous allez débattre. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il le fait. Vous le voyez, il vient souvent devant c'est un bon client. Ça, il faut le dire. C'est un bon client. Il vient devant la presse. Il n'a pas peur de la polémique, il prend des coups, il donne aussi, et c'est comme ça. Il aurait souhaité être là, mais il est disponible pour des contraintes professionnelles. Sinon, il voulait bien être sur ce plateau, en tout cas pour échanger. Et je pense que c'est comme ça aussi. Comme d'habitude. Vous avez vu, même quelques agents en Europe aussi font comme ça. Ils vont au charbon, ils acceptent de prendre des coups, ils acceptent de donner, ils acceptent donc de... Voilà, je pense aussi que les agents de joueurs au Burkina, il y a beaucoup qu'on ne connaît même pas. Il y en a qui sont un peu tapés dans l'ombre, qui essaient donc d'évoluer, qui essaient donc de se faire petit. Non, ici, c'est pas ça. Alors, on tire vers la fin, monsieur. Alors, comment on utilise tout ça, cette manne financière qui revient pour dynamiser notre championnat local? Parce que jusque-là, on entend qu'il y a eu des transferts par-ci, des clubs ont eu tant, ils ont eu tel, mais finalement, vous vous retrouvez chaque année avec plusieurs clubs qui ont parfois eu cette manne, qui sont dans des arriérés de salaire et tout ça. C'est là où c'est dommage. Si aujourd'hui
On dit que Raïmo, pour moi, Raïmo Football Club, c'est l'académie qui vend vraiment, pour l'instant, aujourd'hui, qui vend le plus. Ça des clubs où on sent que c'est des clubs qui, forcément, les ristournes, ça revient le plus vite possible. Parce qu'il y a aussi, il y a des clubs qui vendent où il faut vendre avec de la patience. Vous donnez le joueur, vous attendez la revente, très souvent, pour avoir tout l'argent, mais il y a des clubs où, quand c'est déjà parti, vous en avez un peu. Nous, on a envie de voir, évidemment, c'est bien de voir Raïmo arriver avec tout le matériel qu'il faut, de ne pas dire qu'il y a des aérés de salaire. Moi, je sais qu'il y en vend. Il faut évidemment qu'on sente qu'il y a un retour. Vitesse, aujourd'hui, je pense que Bébé Tout doit être en train de faire un peu comme ça. Il va avoir un peu avec Vitesse. Il a déjà eu sur le 4 gigas auparavant. On a vu que Vitesse, malgré les conditions assez... Ils ont acheté un car pour le club. Mais il ne faut plus qu'on entende qu'il y a des joueurs qui signent là-bas, qui n'ont pas de prime de signature en main, qui n'ont pas de salaire, évidemment. Donc, il faudra que, même si les clubs ont des problèmes financiers, au moins pour ceux qui vendent les joueurs, que bon, il y ait quand même cette image positive du club disant que les joueurs sont dans les conditions meilleures. Parce que de façon générale, surtout encore de nos jours, où toute la politique du pays aujourd'hui est focalisée sur la priorité, qui est de lutter évidemment contre l'insécurité. Les priorités sont un peu ailleurs. On est dans la résilience. C'est pas facile pour l'ensemble des clubs de pouvoir gérer tous les salaires et ça c'est normal. Donc ceux qui arrivent à vendre, on espère évidemment que les joueurs pourront en bénéficier. À vendre et bien vendre, parce qu'on l'a dit ici, il y en a qui bradent leurs joueurs pratiquement, et puis après à la revente ou à la deuxième vente, ils ne gagnent absolument rien, pratiquement rien, ou c'est que des broutilles, hein, c'est ça aussi le problème. C'est difficile. Mais là, il faut féliciter le Real du Faso qui n'est pas forcément dans ça, qui a réussi à vendre. Il y est avec je pense qu'avec ils ont oublié un aussi qui est en 2-3. Majestic New Star aussi qui vend. Mais pour rejoindre à ce que Moussabou a dit, vous savez aussi, les clubs, beaucoup de clubs aussi sont là et ils ont des projets. Bon, je prends un exemple, quand tu prends le cas de Vitesse, qui s'entraînait où? À l'école? À l'école, à Carville. Donc, il a appelé à avoir un terrain pour lui. Oui. Donc, ça, c'est un autre projet que si tu gagnes quelque chose, il faut planifier. Mais si vous avez un terrain, si vous avez un terrain que vous ne payez pas le joueur, personne ne va il faut aussi investir dans le terrain alors que les joueurs sont là. Mais c'est ça que je dis, parce que souvent, il faut faire un planning pour planifier un budget où tu sais que tu peux supporter ce budget. Parce que le joueur tel qu'il est, c'est comme le joueur quand tu lui dis je te paie 100 000 le mois, il faut que ces 100 000 là soient payés jusqu'à la fin du mois. Pas la peine de lui promettre 500 000 alors que tu ne peux pas payer. C'est ça le vrai problème. Il faut mettre un joueur 500 000 et tu le paies 1 mois, 2 mois et après c'est des problèmes. Ça... Un dernier tour de table, Claude. Il nous reste 5 minutes. Ok. Mais moi je pense qu'on a un championnat à trompe-l'œil. Ça il faut le dire avec les équipes. Et parce que là on a un championnat qui est assez hybride. On a des équipes qui réussissent à vendre, qui peut se faire, comme il a dit, vous avez le Real du Faso, vous avez Majestic, vous avez Vitesse, Raïmo. A contrario, il y a des équipes, ils n'ont même pas l'argent. Si ce n'est pas la subvention et puis chose, ils n'en ont pas. Comment on fait ça? Comment on gère ça? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça toute la difficulté de notre championnat. Ce qui m'amène à vous poser la question pour un dernier tour de table. Comment vous voyez l'évolution du football burkinabé donc sur ces 5 prochaines années, vu donc cette embellie qui tend en tout cas à nous montrer que nous sommes quand même vendables désormais? Le championnat Que ce soit, oui, le championnat, parce que les joueurs ils quittent ici, ils sont en majorité, ils sont formés ici. Donc, comment vous voyez, en tout cas dans la perspective, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on aura davantage donc, de joueurs qui sortent? Est-ce que ça va impacter le niveau, la qualité du championnat et tout ça? Je suis sûr qu'on aura des joueurs qui vont continuer à sortir. Par contre, ce que moi je crains, c'est que c'est le championnat. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est, s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas de choses, qu'on puisse continuer. Parce qu'à l'heure où nous sommes, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas payés. Et comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On risque de voir le championnat s'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des arriérés. Dans les plus de poids, il y a beaucoup de joueurs qui ont des arriérés. Mais comment on peut être compétitif avec ça? Je pense qu'il faut permettre à ce championnat de ne pas s'arrêter, de continuer à jouer, jusqu'à ce que peut-être on va prendre des cahiers de charges avec, comment on appelle ça, des budgets qu'on va peut-être... tu n'as pas atteint ce budget, tu peux jouer la Ligue 1 ou la Ligue 2. Voilà.
Ça vous là? Oui, moi je crois que c'est difficile de façon, même pour les clubs vendeurs, hein, c'est difficile, hein, même pour les clubs vendeurs de façon générale, de gérer sur le plan financier. Aujourd'hui, l'État, de plus en plus, ça va être difficile aussi pour l'État, vu la résilience, vu les conditions difficiles qu'on a de nos jours. Donc on est appelé à peut-être redoubler d'efforts, mais moi mon souhait c'est que cette saison on puisse tenir. La saison prochaine qu'on puisse tenir, mais qu'on puisse s'asseoir tous aujourd'hui, dirigeants, fédérations, et qu'on puisse discuter, parce que moi je suis celui qui pense que 16 clubs en première division pour un pays comme le nôtre, c'est trop. Pour un pays comme le nôtre, je répète, c'est trop. Nous partons tous vers les mêmes sponsors. Nous partons tous vers le premier soutien qui est l'État d'abord, vers les mêmes sponsors. Aujourd'hui, qu'on ait 10 clubs, 11 clubs en première division et qu'on ait 20 clubs, 25 clubs en deuxième division pour faire une vraie compétition anti-chambre, on aura les meilleurs joueurs, de la qualité en première division. On aura des clubs qui sont capables de pouvoir payer. Voilà, les clubs qui sont capables de payer les joueurs qui sont là. Et forcément, on aura encore plus de talent. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive dans les 2 ans, 3 années à venir, se mettre ensemble et réfléchir pour choisir des bonnes décisions, des décisions forcément qui vont piquer certaines personnes, mais qui seront bien et mieux pour l'avenir de notre football. Nana, pour terminer, qu'est-ce que vous attendez en termes d'accompagnement de l'État burkinabé dans votre travail de scout, d'agents, de joueurs et autres? Nous, on a besoin de beaucoup de formation. C'est très bien. Oui, on a besoin de beaucoup de formation parce que beaucoup sont dedans, mais il y a tellement d'infos qu'on n'en a pas. Et ça, nous, je profite de l'occasion pour demander, c'est à la Fédé de nous accompagner sur ce sens avec beaucoup de formation, avec des agents, avec toutes choses. Et j'allais aussi ajouter quelque chose par rapport, tu as posé une question à Claude, les années à venir pour notre championnat. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont même pas de petite catégorie. Et ça, c'est un manque. Tu n'as pas de petite catégorie, tu ne peux pas appeler un joueur à vendre un joueur. Il faut collaborer. Mais c'est clair. Oui, non. Mais il faut avoir la petite catégorie. Il faut avoir la petite catégorie parce que c'est vraiment très important. Non, je vais dire c'est cher, mais on peut collaborer. Voilà. Alors, merci en tout cas, messieurs, pour ces échanges en tout cas assez fructueux. Je crois que ceux qui nous suivent à la maison auront donc pris quelque chose de quintessence de ce débat-là et pourront donc bien sûr poursuivre le débat dans les différents grains parce que c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui est d'intérêt pour tous donc les Burkinabés qui ont envie de voir donc les joueurs burkinabés progresser, être promus donc dans les meilleurs championnats. Merci donc de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre émission donc de Sportbox. Bonsoir.